Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre chaîne Teranga TV. Et donc, nous vous souhaitons une meilleure année, une année 2021 riche, hein, une année où nous allons quand même sortir de toutes ces difficultés, hein, et justement que le Sénégal puisse reprendre ses forces et que justement le pays puisse fonctionner normalement et que tout le monde puisse être dans ses activités. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la question de la COVID-19. Et dans cette question, nous allons aborder toujours les stratégies qui ont été justement utilisées, validées par le président de la République, qui est un état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Et justement, le président de la République a pris des mesures et ces mesures ont justement commencé à impacter au niveau de la population. Et pour en parler aujourd'hui, nous allons recevoir aujourd'hui l'ancien député Abdou Sané, hein, un grand homme que nous allons justement essayer justement de questionner là-dessus afin qu'il revienne un peu sur les mesures qui ont été prises par le président de la République. Alors, Monsieur Sané, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous avons vécu les lendemains des stratégies, en tout cas, qui ont été utilisées par le président de la République. On a vu que au lendemain de cet état d'urgence, on a senti quand même un peu des violences, hein, dans certains quartiers. La jeunesse s'est quand même rebellée à travers ces mesures qui ont été prises. Quelle analyse avez-vous justement de ces violences, de ces violences qui ont été orchestrées dans la nuit d'hier? Merci. Donc, il faudra regretter d'abord ces violences que l'on qualifie de rébellion ouverte par rapport à nos forces de sécurité. Mais toujours est-il que, lorsque nous sommes dans une société, les faits, sous leur forme empirique, ne doivent jamais l'emporter au détriment de l'analyse profonde. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la première phase de la pandémie à coronavirus, les populations ont vécu un certain nombre de faits. N'oubliez pas que lors de la première phase, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Parmi ces mesures, il y avait le renforcement du contrôle par rapport au respect des mesures barrières. Et lorsque la pandémie a persisté et a gagné en intensité, le gouvernement a eu à prendre des mesures limitant les libertés publiques, les libertés individuelles. Il y a eu donc l'état d'urgence, il y a eu le couvre-feu et enfin il y a eu l'interdiction des voyages interurbains. Et par conséquent, il y avait donc un confinement total. Alors, il se trouve que dans les pays pauvres d'Afrique, tels que le Sénégal, nous ne sommes pas suffisamment préparés à faire face à ce genre de stratégie de lutte contre une pandémie ou contre un autre aléa. Ça pouvait être autre chose que cet aléa d'ordre biologique, d'ordre sanitaire. Toujours est-il que je fais partie de ceux-là qui croient que le problème au départ, c'est quoi? C'est l'acte ayant institué ce qu'on appelle le Comité national de gestion des épidémies. C'est ce comité national qui a eu simplement une approche uniquement sanitaire de la lutte contre les épidémies. Ce qui n'est pas pertinent, d'autant que, en matière d'épidémie, il faut forcément avoir une approche globale, une approche intégrée. Et c'est ce hiatus qui avait fait défaut et qui peut expliquer en partie tout le reste lié au comportement des uns et des autres, que ce soit à la première phase ou à la deuxième phase de cette pandémie à coronavirus. Ce que nous voulons dire par là, c'est quoi? La lutte contre une épidémie, c'est à la fois une approche politique, c'est à la fois une approche économique, c'est à la fois une approche sociale, c'est une approche communautaire, et le tout dans une interaction validée. C'est ce qui permettra en ce moment de pouvoir avoir une emprise sur les communautés et de pouvoir les faire adhérer par rapport à différentes stratégies. Toute autre stratégie élaborée en dehors de cette perception n'aura pas suffisamment de légitimité, ne sera pas portée par les populations et les communautés
Et c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui cette forme de rébellion ouverte, cette forme de résistance et cette forme de désobéissance par rapport à la stratégie récemment préconisée à travers un décret et qui a fait que, du point de vue de l'espace, 2 régions ont été ciblées. Il s'agit de la région de Dakar et la région de Thiès. Alors, justement, il faut avoir une approche inclusive, permettre à ce qu'il y ait vraiment d'autres acteurs qui réfléchissent à ce niveau-là. Vous l'avez dit. Mais justement, M. Sané, vous l'avez dit tout à l'heure, 2 régions ont été choisies dans ces stratégies. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il pertinent justement de se limiter à ces 2 régions ou est-ce que peut-être il va falloir renforcer justement d'autres stratégies dans les autres régions, sachant que c'est vrai, Dakar et Thiès polarisent plus de 90%, mais est-ce que les autres régions aussi ne pourraient pas être sous contrôle à 100%? Bonne question. En réalité, au regard des premiers arguments avancés par l'autorité pour justifier le choix de Dakar et de Thiès, c'est l'approche en termes quantitatifs qui a été faite. C'est-à-dire qu'on a fait croire au président de la République que les 2 régions cumulées approchent, ça n'atteint pas 90% d'ailleurs, approchent les 90%. Et par conséquent, ce sont les 2 régions qui méritent de vivre et le couvre-feu et l'état d'urgence. À mon avis, cette approche est une approche qui n'est pas du tout pertinente, d'autant plus qu'en matière de lutte contre les épidémies, c'est quand, au contraire, une région est totalement à l'abri qu'il faut dégager la stratégie pour l'empêcher d'en être victime. Dakar et Thiès sont déjà contaminés, donc on est dans une phase curative. Les autres régions, théoriquement, ne sont pas encore atteintes, donc on est dans une phase où il faut renforcer le dispositif préventionniste. Or, les 2 mesures qui sont prises, que ce soit le couvre-feu, que ce soit l'état d'urgence qui lutte donc contre les rassemblements, ce sont des mesures préventives. Kédougou ou bien d'autres régions qui ne sont pas encore touchées doivent effectivement en ce moment bénéficier de ce genre de mesures. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des mesures pour dire que c'est quand vous aurez beaucoup de victimes que je prendrai des mesures. Ce n'est pas une bonne approche. Il a toujours été prouvé que quand vous faites un investissement de 1$ en matière de prévention, ça vous permet d'économiser $15 en matière donc curative, en matière de réponse. Donc, sous ce rapport, je crois que l'interprétation des chiffres et de l'extension ou de l'expansion de la pandémie ne pouvait pas être le critère. Si cela ne dépendait que de moi, et c'est le point de vue auquel j'adhère, je crois que pour ce qui est de l'état d'urgence, toutes les régions en ont besoin, parce que c'est l'état d'urgence qui est même beaucoup plus efficace que le couvre-feu, d'autant que l'état d'urgence lutte contre les rassemblements. Or, on a vu que pour les autres régions, jusqu'à présent, les cérémonies de baptême continuent, les cérémonies funéraires continuent, les cérémonies religieuses persistent, donc tous les rassemblements continuent. Faut-il attendre que ces régions soient d'abord contaminées pour après déclencher un couvre-feu assorti d'un état d'urgence? Ce n'est pas du tout la bonne approche. Et c'est pourquoi je dis que c'est au contraire, dès à présent, qu'il faut prendre des mesures énergiques pour que les régions qui jusque-là sont épargnées puissent durablement être épargnées. Mais il ne faut pas dire, je vais d'abord intervenir là où il y a beaucoup de victimes et laisser là où il n'y a pas de victimes. D'autant que dans le cadre de la vie des relations, les gens quittent toujours Dakar pour aller dans les différentes régions à travers des voyages. Et nous sommes dans des périodes où la mobilité est très forte. Chaque jour, quand vous allez au niveau des beaux marchés ou bien à l'aéroport, les gens vont à Ziguinchor, au Sénégal oriental, un peu partout sur le territoire. Et ce sont des gens qui quittent Dakar. De même, les gens quittent les régions pour venir à Dakar, aller-retour. Donc, les conditions de contamination sont totalement réunies et il n'y a pas un dispositif qui est mis en place pour lutter contre ce fait. Vous l'avez dit, M. Sané, aujourd'hui, est-il vraiment pertinent la question du couvre-feu, puisque la question de l'état d'urgence lutte beaucoup plus contre cette pandémie. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus qu'à Dakar, il y a énormément de familles qui vivent au-delà, en tout cas, de certaines heures. Donc, il y a beaucoup de pères de famille qui cherchent les dépenses au-delà de 18h, 19h, 20h. Mais est-il pertinent de commencer le couvre-feu à partir de 9h, de 21h, sachant qu'il y a beaucoup de familles qui seront impactées et il n'y a pas de mesures pour les accompagner? C'est simplement une approche médicale. C'est pourquoi je dis que quand vous avez une approche purement sectorielle, vous allez vous heurter à des formes de résistance. Il est certain que
les communautés qui ont réagi hier nuit et jusqu'à ce matin, si elles étaient associées dans la prise de décision ou si elles étaient représentées dans le cadre de la prise de décision, elles auraient émis un certain nombre d'observations par rapport aux limites objectives que contient cette mesure. Mais le président de la République dit « j'ai écouté toutes les autorités médicales ». Ce n'est pas encore une fois une réponse médicale qui est la mieux adaptée. La réponse médicale doit être intégrée à d'autres préoccupations d'ordre social, surtout d'autres préoccupations économiques et d'autres préoccupations politiques, voire institutionnelles. Et c'est là où on a raté. Si vous avez simplement une approche purement sectorielle, les autres secteurs dont les intérêts ne sont pas pris en compte vont manifester leur courroux parce qu'effectivement, c'est des intérêts que vous avez menacés. Regardez quand vous allez dans les quartiers populaires aujourd'hui, les gens ne préparent plus les dîners. C'est la femme du coin qui vend la sauce à haricots, c'est elle qui vend de la bouillie, c'est elle qui vend des vermicelles, de la pâte avec du pain, etc. Les débiteries, entre guillemets, donc la viande grillée que l'on vend pratiquement que la nuit, pas le jour, c'est à ces heures où l'homme du coin va au niveau de la débiterie et celui qui exerce le métier, le Haoussa qui exerce ce métier, son gagne-pain commence à partir de 21h. Parce que c'est des activités qui ne prospèrent que dans la nuit jusqu'au petit matin. Alors, vous faites une approche purement médicale pour dire que vous allez réduire la mobilité des personnes, donc réduire le potentiel de contact. Mais en ce moment, vous n'avez pas pris en compte ces personnes que je viens de citer et qui ont le droit à la vie, qui ont le droit à la dignité humaine et qui ont le droit aussi à pouvoir défendre leurs propres intérêts. Et ce sont ces personnes qui, lorsqu'elles ne reconnaissent pas leur prise en compte, parce que la démocratie c'est être pris aussi en compte, lorsqu'ils se sentent exclus d'un certain nombre de dispositifs, elles manifestent pour rappeler à l'autorité que si vous nous avez oubliés, nous allons exercer la violence pour vous montrer que nous sommes là. Et c'est cet appel qu'il faut prendre de façon positive pour essayer de voir comment réajuster de manière à ce que des malentendus puissent être évités. Justement, M. Sané vous rappelle que nous recevons sur ce plateau M. Abdou Sané, ancien député, justement qui est revenu sur cette question de la Covid-19. Alors, M. Sané, c'est vrai que ce sont des questions tellement intéressantes puisqu'elles sont d'actualité. Alors, au regard de tout ce qui se passe, quel est votre dernier mot par rapport à ça? Est-ce que vous avez quelque chose à lancer, un message à lancer au gouvernement, aux jeunes, pour justement qu'on puisse sortir, avoir une sortie en tout cas à cette pandémie qui est en train de nous gangréner non seulement l'économie, mais aussi d'impacter au niveau des questions, des réalités sociales? Moi, je crois que si j'ai un dernier mot à dire, il faut qu'à un certain moment de la vie, même si vous êtes l'autorité qui décide, il vous faut davantage, beaucoup plus d'humilité, apprendre à écouter les uns et les autres. Essayez toujours de vous soucier par rapport à l'approche communautaire et à l'approche inclusive et participative. L'humilité doit vous amener à écouter tous les différents compartiments qui constituent la société. Autrement, vous déciderez seul, vous vous tromperez seul, et quand il y a réaction, vous verrez que vous serez seul pour faire face à cette réaction, comme c'est le cas actuellement, où l'État pratiquement n'a pas le soutien populaire pour amener les autres populations à adhérer à ces choix stratégiques dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce qui est regrettable, car pour gagner cette bataille, on a besoin de tout le monde. Et lorsqu'on a besoin de tout le monde, il faut parler avec tout le monde, valider avec tout le monde, adhérer avec tout le monde. C'est mon dernier mot. Merci. Alors, si nous voulons gagner cette bataille, il nous faut travailler avec tout le monde, parler avec tout le monde, comme il le dit. C'est dans ces mots que nous allons appeler la jeunesse justement à beaucoup plus de prudence. Il faut continuer à porter des masques malgré tout, malgré que les intérêts soient atteints, justement. Portons les masques, continuons d'utiliser les mesures barrières pour que nous puissions sortir de cette pandémie qui est en tout cas de nous fatiguer. Et si nous ne sortons pas de cette pandémie, ça risquera justement de causer une catastrophe au niveau de ce pays-là. Et nous appelons à tous les guides religieux à prier pour ce pays, pour que nous puissions avoir une année pleine de succès, une année quand même réussie, une année paisible, où que ce soit politiciens, que ce soit du moins population puisse dialoguer tranquillement et que nous puissions quand même avoir un Sénégal qui va ressortir en tout cas de ce trou qui peut nous causer beaucoup plus de difficultés. En tout cas, c'était tout pour cette émission. Je vous rappelle que c'était le député du moins Abdou Sané qu'on a reçu ici sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur Sané. Merci. Et merci beaucoup. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro, pour d'autres perspectives. Merci. Merci.